Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée au sous-sol parisien. Nous allons en effet découvrir quelques-unes des nombreuses carrières qui existent juste en dessous des chaussées et surtout voir à quoi elles servent aujourd'hui. Sommaire et on y va. Depuis l'époque romaine, Paris a utilisé la pierre de taille pour construire ses habitations. Une matière première relativement accessible puisque située juste sous les pieds des Parisiens. Si on n'exploite plus cette pierre aujourd'hui, les vides des carrières, eux, existent toujours. Un escalier et quelques centaines de marches nous conduisent dans les entrailles de la capitale. Une ancienne carrière exploitée au Moyen-Âge, située sous l'hôpital Cochin. Nous allons y retrouver Alain Clément, spécialiste des vieilles pierres. Avec une poignée de passionnés, il tente de préserver ce lieu historique qui a contribué au patrimoine architectural de Paris. Bonjour. Monsieur, bonjour. Alors je me retrouve à quelques mètres sous terre, j'ai fait quelques escaliers. Où est-ce que je suis précisément? Vous avez fait une dénivellation de 23 mètres. 23 mètres ici. Qui vous a entraîné dans un épicentre géologique de 46 millions d'années. Ici j'ai une roche qui a donc 46 millions d'années. Voilà, avec des dépôts sédimentaires, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la mer a envahi le bassin parisien, elle a laissé une strate qui représente 500 000 ans à 1 million d'années de recouverture du bassin. Donc un certain nombre de monuments connus ont été construits avec des roches qui viennent d'ici. Absolument. Disons que toutes les constructions nobles entre le XIIIe et le XVe siècle sont donc issues de cette carrière, mais on retrouve bien entendu Notre-Dame de Paris dans environ 30% des matériaux. Comment est-ce qu'on faisait concrètement pour retirer, pour extraire la roche de ces parois? Bien, pour bien expliquer la technique, je vais vous emmener sur un lieu d'exploitation. C'est là-bas. Voilà. On y va. Alors précisons qu'il ne fallait pas être trop grand pour passer dans les galeries. Non, les hommes étaient petits à l'époque. Où est-ce qu'on arrive ici? Alors là, nous avons un fond de paille tel que l'ont abandonné les carriers au XIIIe siècle. Alors, ils voulaient extraire, par exemple, cette roche. Au moment C'est bon, là, voilà. Donc le processus était simple. On retirait le sablon, c'est-à-dire le souchet, sur environ 4-5 mètres de longueur. D'accord, donc on avait déjà un peu, d'une certaine façon, déstabilisé cette roche-là. Et alors, on avait des grands coins en fer que l'on mettait dans les interstices des monts supérieurs. Au-dessus. On tapait dessus avec évidemment des gros maillets, de façon à ce que le banc s'affaisse. Et puis, pour les bancs supérieurs, on utilisait le même processus. D'accord. Donc, bien évidemment, il fallait déplacer dans les galeries les blocs. Comment est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils avaient de grands roulons en bois, ce qu'ils appelaient des roules, oui, sur lesquels ils translataient les blocs de pierre sous des puits d'extraction. Le puits d'extraction, c'est en fin de compte le tunnel vertical qui permettait de sortir les matériaux. Alors, c'était des puits qui faisaient en règle générale entre 3 et 5 mètres de diamètre. Alors, bien évidemment, ils n'avaient pas de moteur électrique. Comment est-ce qu'ils faisaient pour sortir la roche? Ils avaient des grands treuils à la surface. Ces treuils, c'était en fait des grandes roues, style rouée d'écureuil. Des hommes montaient sur la périphérie de ces trous, et un homme de 80 kg, de par la démultiplication de l'ensemble, remontait à lui seul une charge d'une tonne. Alors, bien évidemment, à force de creuser comme une taupe, de creuser les galeries, il y a un danger, bien évidemment, c'est que le toit, le plafond ne s'effondre sur les ouvriers. Alors, il y avait quand même des parades. Absolument. Donc, on prenait les déchets d'exploitation, on les repoussait latéralement pour faire des galeries de circulation, d'une part. Ce qu'on voit là, tous ces déchets qui sont entassés là. Voilà, tout ça, ce sont des déchets de l'exploitation. Et devant, on construisait une vague, c'est-à-dire un mur en pierre sèche, là qui est inachevé. Mais il y a des piliers, alors, comme ceux-là. Voilà, il y a des piliers, ce qu'on appelle des piliers à bras ou des piliers à cale, c'est-à-dire que ce sont les hommes à bout portant qui prenaient ces gros blocs de pierre et les mettaient qui les posaient les uns sur les autres pour stabiliser le plafond. Voilà, de façon à éviter tout effondrement. Enfin, déjà un travail quand même assez titanesque pour arriver à ça. Absolument, oui. Et avec ces techniques, évidemment, plus aucun danger que le toit ne tombe. Exactement, il y avait une confrontation absolue. On est dans une galerie de 142. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est un volatile, un oiseau. C'est un symbole que l'on retrouve très souvent dans les carrières. L'oiseau symbolise la liberté et le grand air, l'espace. Et le bec du volatile indique la sortie de la carrière. Bien évidemment, le creusement de toutes ces galeries, de toutes ces carrières va fragiliser le sous-sol parisien. Alors, à partir de 1777, on va créer l'inspection générale des carrières. On va aller voir ça.
Pour gérer l'ensemble de ces vides et éviter les effondrements qui menacent la capitale, Louis XVI crée l'inspection générale des carrières. L'objectif, recenser toutes les galeries et effectuer les travaux nécessaires à leur consolidation. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, on a devant nous un certain nombre de cartes. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont des cartes de carrière qui ont été dressées au 1 millième, sur lesquelles vous avez d'une part de représenter la topographie. Là, c'est quel quartier? C'est le secteur de Denfert-Rochereau. 14e arrondissement, une partie du 14e. En réalité, est-ce que ça veut dire que là-dessus, sur ce secteur-là, tout le sous-sol est un gigantesque gruyère? Ici, tout a été sous-miné. Tout a été exploité. Sous le secteur même qui empiète du cimetière de Montparnasse, vous avez même 2 niveaux de carrière de calcaire grossier. Alors concrètement, pour le particulier, ces cartes ont aussi un intérêt, puisque ça permet de savoir si en dessous d'une habitation, il y a une carrière ou pas. Ah, tout à fait. Et c'est même le but essentiel de ces cartes. Puisque à partir, mettons si je prends l'exemple de cette rue, on a un puits de service qui nous indique que le ciel de la carrière se trouve à 17 mètres de profondeur et que la hauteur de la galerie, la hauteur de la carrière, donc, fait 1,85 m. Donc attention, danger, en dessous de cette habitation, si on veut faire des travaux, il faut savoir qu'il y a une carrière et qu'il faut donc consolider. À cet emplacement-là, c'est une école, celle-ci a été consolidée. Aujourd'hui, et pour faciliter la consultation des 457 cartes qui reproduisent l'ensemble du sous-sol parisien, l'IGC met en place une banque de données informatiques pour actualiser ces précieux renseignements. Voilà. Où est-ce qu'on va se diriger? Alors, on va aller prendre l'accès de l'inspection générale des carrières. Ouais. On va descendre à 19 mètres de profondeur. La lumière sur le casque pour y voir clair. Ouais, c'est équipé pour pas se cogner dans les galeries. Ouais. Et c'est parti. L'inspection générale des carrières dispose de ses propres accès à l'ensemble des souterrains. Un réseau constitué de 135 km de couloirs serpentant sous les immeubles et les voies de circulation. C'est parti, on va descendre. Allons-y, 19 mètres. Mais l'IGC a aussi une mission, surveiller l'ensemble du sous-sol public. Situées sous le niveau de la Seine, les galeries sont vulnérables aux infiltrations. Il est donc nécessaire de contrôler ce que l'on appelle les trous de sonde qui permettent d'éviter une montée des eaux. Régulièrement, il faut les nettoyer et retirer les dépôts qui empêchent l'évacuation de l'eau. A priori, il y a de vos hommes qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Le but de l'opération, en fait, c'est de déboucher un trou de sonde. Le trou de sonde qui a été fait dans cette galerie de carrière est destiné à évacuer de l'eau. Et pour éviter que la galerie soit inondée, on a creusé ce trou de sonde et l'eau s'écoule dans la nappe du calcaire grossier. Si les consolidations effectuées par les carriers empêchaient l'effondrement du toit lors de l'exploitation, le temps, les mouvements de terrain et l'urbanisation ont fragilisé l'ensemble des carrières. Pour repérer les fissures et surveiller leur évolution, les brigades de l'inspection générale des carrières arpentent régulièrement les centaines de kilomètres de galeries. Il n'y a que cette fissure-là, ok? On voit de temps en temps des inscriptions sur les murs, sur les côtés. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez des inscriptions qui sont pour indiquer le lieu où nous nous trouvons, donc des plaques de rue. Comme à l'extérieur, en fin de compte. Exactement. Et puis d'autres inscriptions comme celle-ci, qui vous précisent l'année de la consolidation, 1781. Vous avez l'initiale de l'inspecteur général des carrières qui a fait exécuter cette consolidation, le G de Guillaumeau, et le 65e pilier dans la série de cette consolidation exécutée dans cette galerie. Très bien. Où est-ce qu'on arrive ici? Nous arrivons sur un fontis caractéristique d'une ancienne carrière de calcaire grossier. Un fontis, c'est en fin de compte vraiment un effondrement du toit. Tout à fait, c'est-à-dire que le ciel de carrière s'est effondré et toutes les couches superficielles se sont également effondrées. Alors vous surveillez pour éviter évidemment que ça ne gagne la surface, parce que je crois qu'on est quand même pas très loin de la surface. Tout à fait, on est à 5-6 mètres de la surface et il ne faut pas que le trou effectivement apparaisse en haut au niveau de la voirie. Ah oui, alors ici évidemment, c'est une apparence un peu différente. Tout à fait, ce fontis a été consolidé en 1874 par un système de double arche édifié en meulière. Et donc le principe, en fait, c'était de soutenir le sommet de cette cloche de fontis. Ah, c'est quand même déjà un travail assez important. Tout ça pour éviter, en fin de compte, que le plafond s'effondre. S'effondre, voilà.
Aujourd'hui, on utilise d'autres méthodes pour combler un fontis. On ferme d'abord la galerie par des murs de confinement. Ensuite, on y injecte du sable ou du béton sous pression. Mais si les carrières présentent parfois un danger pour la population, elles ont aussi servi à la protéger. Une vieille porte. Ouais. Ça pas souvent. Ici, nous pénétrons dans un ancien abri anti-atomique. Aménagé pendant la guerre froide, il était destiné au ministère des Transports pour piloter en cas de crise les moyens de communication français. Chaque ministère, chaque hôpital ou chaque administration disposait d'un abri similaire construit dans d'anciennes carrières. Une ventilation filtrée. De l'eau courante, ce lieu pouvait accueillir jusqu'à 100 personnes et disposait de toutes les commodités nécessaires à une vie en confinement pendant plusieurs semaines. C'est dans ces mêmes carrières qu'apparut au début du siècle le premier champignon de Paris. À signaler que les brasseurs les occupèrent aussi pour y installer leurs caves et laboratoires. Pierre, bonjour. Alors là, on se retrouve dans un autre lieu, je crois. Qu'est-ce que c'est? Des catacombes. Âme sensible, s'abstenir, nous pénétrons dans le royaume des morts. L'insalubrité gagnant les cimetières parisiens, les autorités décident en 1786 de les vider et de transporter les restes d'ossements dans les carrières consolidées par l'inspection générale des carrières. Une question, combien est-ce qu'on a d'ossements de corps ici? On s'accorde à dire qu'il y a 5 millions de personnes. Ces transferts massifs qui se sont succédés pendant plus d'un siècle donnèrent naissance à la plus grande nécropole souterraine. Une nécropole qui attire chaque année près de 200 000 visiteurs. Il y a combien de kilomètres de catacombes autour de nous? 1,7 km quand on suit le parcours tel qu'il est défini par les grilles. 1,7 km quand même qui sont Et les murs d'ossements. remplis d'ossements de chaque côté. Il y ou a presque. quelques curiosités comme cette vase, quelques monuments. Et donc ça fait, les ossements ont été mis en hémicycle. C'est toute une carrière qui est dans laquelle on a logé les ossements. On a une trentaine de mètres au-delà des crânes bien rangés. Dernière précision, si les catacombes se visitent, il faut savoir que les visites sont organisées sous le contrôle de personnel très qualifié qui connaît bien sûr particulièrement bien les lieux pour éviter tout simplement de se perdre dans ce véritable labyrinthe. 5 sur 5 se termine ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!